BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, ils viennent de nous rejoindre, nos experts crypto, alors que le Bitcoin tient toujours bon. On est toujours sur le Bitcoin, au-dessus des 20 000 $, même largement au-dessus, puisqu'on est à plus de 23 000, même à l'instant, 23 041 $. Ils ont le sourire. Grégory Raymond, bonjour Grégory. Salut Guillaume. Rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Et puis Louis de Froissart aussi nous accompagne. Bonjour Louis. Oui, bonjour Guillaume. Montaigne Conseil et Patrimoine, un conseiller en gestion de patrimoine, Louis de Froissart, un CGP. Si vous avez trop d'argent, Louis est là, vous pouvez le lui confier. Un CGP pionnier, puisque vous êtes dans la crypto, Louis, depuis maintenant plusieurs années. Vous proposez, en tant que CGP, des solutions crypto. Ça fait de vous un pionnier. On voit votre moustache, d'ailleurs, très gauloise. Vous êtes tombé dans les cryptos quand vous étiez adulte. Oui, déjà grand. Déjà grand. Ouais. Vous nous expliquerez tout dans un instant et vous nous livrerez votre vision des cryptos en tant que CGP. Pourquoi, à vos yeux, d'ailleurs, les CGP devraient aussi s'y intéresser de plus en plus. D'abord, Grégory, vous avez publié un article cette semaine dans The Big Whale. Article il n'y en a pas qu'un, il y en a eu plusieurs. Mais dans un de vos articles, vous soulignez les succès de Polygon auprès des grandes entreprises. Meta, Starbucks, Walmart ou encore Nike, tout travaille avec cette blockchain Polygon. Comment expliquez-vous ce succès ? En fait, c'est très simple. C'est pas cher de l'utiliser. Elle est très rapide. On a beaucoup suivi les problèmes d'Ethereum sur les 2 dernières années. Vous savez, pour faire une transaction sur Ethereum, ça peut parfois coûter l'équivalent de 50 $. Ça peut prendre parfois 1 heure, 2 heures, voire plus, si on met pas assez de frais. Donc il y a ces problèmes-là. Mais ça restait la blockchain la plus pertinente pour les entreprises. Donc en fait, il a fallu trouver une solution intermédiaire. Et donc c'est là que Polygon est arrivé. Parce que Polygon est bâti sur l'écosystème Ethereum, c'est-à-dire que toutes les transactions qui passent sur ce réseau-là finissent par être intégrées dans Ethereum. Donc on a la rapidité, la vélocité et la sécurité d'Ethereum. Et on voit arriver donc plutôt des projets NFT. Celui que j'ai envie de retenir, c'est vraiment celui de Meta, donc ex-Facebook. Sur Instagram, c'est encore en test là, mais bientôt on va pouvoir tous créer des NFT et ça sera sur la blockchain Polygon. Donc on peut vraiment dire que c'est la blockchain des entreprises aujourd'hui. La vélocité d'Ethereum, les qualités d'Ethereum sans le prix, c'est ça, ça coûte moins cher qu'Ethereum. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Et voilà, tout ce qu'il faut dire, c'est que c'est très proche d'Ethereum et surtout, en fait, ils ont évité la grande bataille qu'il y avait avec Ethereum. Vous savez, on a parlé de Solana, Avalanche, tous ces projets-là qui étaient un peu en confrontation avec Ethereum. Et là, disons qu'ils s'inscrivent vraiment dans cet écosystème. Donc c'est un choix plutôt intelligent parce que c'est pas un concurrent, c'est un complément. Oh, que c'est joli. Et c'est ce que vous expliquez aussi dans cet article paru dans The Big Whale. Beaucoup de conseillers de Polygon sont extrêmement suivis et respectés dans l'écosystème Ethereum. Oui, et ça joue beaucoup. Parce que toutes ces rivalités, toutes ces guerres de chapelle, finalement, elles inondent un peu le débat. Et là, disons qu'il y a eu un choix très politique d'attirer dans leur filet des grandes personnalités d'Ethereum pour en fait faire la publicité de Polygon. Et on peut dire que ça a vraiment marché. Oui. Est-ce qu'on peut zoomer justement sur, puisqu'on parle de Polygon, le talent de leurs équipes de business développement, parce que c'est quand même manifestement la clé aussi de leur ascension. Oui, parce qu'au-delà de la technologie qui est intéressante, ce que tout le monde dit, ce que tous les experts disent, c'est que leur équipe BizDev, donc le développement commercial, c'est là où ils sont les meilleurs. Et pourquoi ils sont les meilleurs ? En fait, ils ont recruté des pointures du monde traditionnel, du monde Web 2. La personne qui incarne le plus ça, c'est Ryan Watts, qui est en fait l'ancien Head of Gaming de YouTube. Et c'est une des plus grosses prises de l'écosystème Web3, je trouve, avec Ian Rogers, qui est un ancien d'LVMH et d'Apple, qui a rejoint Ledger il y a à peu près 1 an et demi. Voilà, là, il y a Ryan Watts. Et donc, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que quand Ryan Watts parle avec Nike, avec Meta, avec tout ce genre d'entreprise, en fait, il parle le même langage. Donc, c'est plus simple pour faire des affaires. Louis, le CGP, quel regard portez-vous sur Polygon ? En fait, Polygon, c'est vraiment très intéressant. Après, moi, j'ai une expérience avec Polygon. On a beaucoup utilisé lors de la formation à l'IRA Polygon, justement pour son faible coût. Et on a été confronté à une problématique de scalabilité que pas grand monde a vu à ce moment-là. C'était en février 2022. Il y avait un jeu qui était hyper présent sur Polygon. Et là, on a eu des contraintes, c'est-à-dire qu'on a vu les prix de transaction qui ont été multipliés par 100. Donc,
En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ces problématiques de scalabilité qu'il faut bien traiter quand on est un jeune écosystème. Et effectivement, Polygon, nous, on le suit depuis. Le jeton a très peu baissé, en fait. Il est quasiment au même prix qu'il y a un an. Ça, c'est assez surprenant. Wow. Ouais. Mais globalement, $1. Hein. On est à peu près sur alors que les cours de l'écosystème se sont cassés la figure. Mais quand même divisé par 3 à peu près depuis son top. Hein. Depuis son top. Ils ont quand même pris cher. Hein. Mais on en connaît beaucoup qui ont biffé bien pire. Oui. Et en fait, voilà, il faut bien prendre conscience aussi qu'il y a des problématiques de scalabilité peuvent arriver et c'est un vrai sujet. On peut avoir des business hyper performants et il faut derrière que la tech suive. C'est-à-dire si la tech suit pas. Ouais. Il y a un souci, il y a un risque sur la scalabilité autour de Polygon qui pourrait du coup mettre à mal cette promesse d'un service moins cher qu'Ethereum. Alors pour l'instant, ils font 3 à 4 fois plus de transactions que sur Ethereum. Ils peuvent monter beaucoup plus haut. En fait, c'est que là, il n'y a pas encore les besoins pour qu'on aille plus haut. Mais théoriquement, ils disent que Polygon pourrait traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Bon, il faut se méfier de ces titres, de ces chiffres mirobolants. Toutes les blockchains font un peu pareil. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la solution alternative qui permet d'exploiter le mieux, en tout cas Ethereum, je pense. Hein. Oui, bien sûr. Et on l'utilise en DeFi. Mais ce n'est pas la seule, quand même. Ouais. Est-ce que Polygon a quand même des concurrents ? Et oui, ça serait très imprudent qu'ils se reposent sur leur laurier. Je pense que c'est la solution la plus mature aujourd'hui pour offrir de la scalabilité à Ethereum. Mais il y a ce qu'on appelle les ZK Rollup, les Optimistic Rollup, qui en gros... Les roll-up. On va essayer de simplifier ça. En fait, ce sont des nouveaux systèmes qui, en fait, s'appuient totalement sur la sécurité d'Ethereum, qui sont au sein d'Ethereum et qui n'ont pas besoin d'une blockchain à part, donc une sidechain comme Polygon. Donc ça, ces ZK Rollup, donc ces Rollup, c'est censé être l'avenir, c'est censé être ce qui va vraiment booster la scalabilité d'Ethereum, qui va être adopté par tout le monde. Mais c'est encore très compliqué, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Donc pour l'instant, c'est Polygon qui a le lead. Mais parmi les boîtes qui sont spécialisées sur les Rollup, je pense qu'on peut retenir Starkware, qui est une start-up israélienne, qui est en train de développer un réseau qui s'appelle Starknet. C'est la solution qui a été choisie par Sorare, par exemple, pour que l'échange des cartes, tu vois, se fasse très vite, sans trop de frais. Donc ça marche très bien. Là, ils veulent en faire un grand réseau décentralisé. C'est clairement l'un des projets à suivre, Starknet, en 2023. Et on verra si Polygon ne prend pas de retard par rapport à cette innovation. Mais il faut se méfier. C'est pas souvent la meilleure technologie qui gagne. C'est aussi ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent le mieux à vendre leurs produits. Et là-dessus, Polygon est très fort. Et là-dessus, Polygon a vraiment des armes. Vous disiez Starknet, c'est israélien, c'est ça ? C'est le réseau Starknet développé par la start-up Starkware qui est israélienne. Et Polygon, Polygon, ça a été inventé par des ingénieurs indiens. D'accord. Mais il y a énormément de capitaux qui sont venus des États-Unis, le capital risque traditionnel, et donc ils ont recruté beaucoup de dirigeants américains aujourd'hui. Et donc Louis de Froissart à nos côtés, Montaigne Conseil et Patrimoine. On a une montagne de questions en l'occurrence à vous poser. Vous, le CGP Christophile, quoi de neuf Christophile, mon Dieu, cryptophile. Les deux. Voilà, bravo. Quel rebond. Quoi de neuf sur le marché des cryptos pour les conseils de gestion de patrimoine ? Alors, on a vu fleurir à l'automne plein de propositions de services pour les CGP. Ça y est, maintenant, elles sont implémentées. Il y avait un salon là, il y a 15 jours et 20% des exposants proposaient des services crypto. Donc ça, c'est un point qui est assez important. En ce moment, on pense que la réglementation sur l'EPSAN va aller dans un sens accommodant, moins contraignant, ce qui fait qu'on a une continuité de service. Donc, deuxième bonne nouvelle. C'est ce qui ressort du vote du Parlement avant-hier. Voilà, et ce qui est des bruits de couloir de l'Assemblée. Et ensuite, n'oublions pas la commission mixte paritaire. Et ensuite, il y a Bitcoin qui est pas mort, puisque on a quand même une belle correction à la hausse sur Bitcoin et les autres cryptos. Et enfin, aussi un autre signal faible capté cette semaine, les notaires. Je peux annoncer que des notaires ont enfin investi dans une solution de sécurisation, de transmission des données numériques, y compris des cryptos. J'ai rencontré d'ailleurs Maître Texier, Gwendal Texier à Rennes mardi, qui m'a expliqué comment Note IT, le fonds de dotation, a investi dans cette solution. Alors si même les notaires s'y mettent, oui. Enfin franchement... Louis, je suis conseiller en gestion de patrimoine et je vous écoute aujourd'hui en direct sur BFM Business. Il y a encore du boulot. En plus, il y a eu la chute vertigineuse en 2022 des cryptos. Allez, speed dating, là. Convainquez-moi qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, si je m'intéresse pas aux cryptos, je vais vraiment passer à côté de quelque chose. Il faut que vous me convainquiez, là. Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments. Dans la question. D'abord, on voit encore des comportements qui sont dans le déni total et on le voit tout de suite dans les questions qui sont posées. Ce sont des questions qui sont posées sur une absence totale de connaissances.
Il vaut mieux, dans une conférence où il y a des gens qui s'intéressent à la crypto, éviter d'avoir ce genre de comportement. Ça ridiculise la profession. Ensuite, le deuxième point, c'est que le petit effort à faire, c'est de comprendre ce que l'on vend. Et les clients ont de plus en plus d'appétence à s'intéresser à la crypto. Nous, on a des confrères qui nous disent Louis, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Parce que nos clients nous posent la question et on est démunis par rapport à ça. Par contre, s'ils veulent eux-mêmes proposer des solutions, il faut qu'ils aient un minimum de formation pour comprendre ce qu'ils vont proposer. Et là, il y a un risque important de dire je propose l'offre qui vient de m'être présentée sans savoir exactement comment, par exemple, la performance est délivrée. Voilà. Donc aujourd'hui, la demande, elle vient des clients. Et un client qui me dit, un client qui dit à un CGP qui n'est pas capable de répondre à la question, moi j'aimerais bien intégrer la crypto à mon patrimoine, il risque de perdre ce client. Oui. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui c'est faible, mais si le marché reprend, vous allez voir, hein, là ça va être un raz-de-marée, c'est-à-dire tout le monde en voudra. Et puis il y aura la tokenisation qui, elle, est un tsunami. On va en parler de la tokenisation, mais c'est vrai que malgré l'hiver crypto et la chute des cours l'an dernier, le nombre de détenteurs de crypto a continué de croître dans le monde. Et puis il y a un effet de génération aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine. Bon, la clientèle la plus fortunée, ceux qui ont le plus d'argent, souvent ont plus de 40, 50 et même plus, certes. Mais les jeunes vont venir à un moment. C'est le futur de leur clientèle. Et ceux-là sont déjà un peu habitués au crypto, à l'investissement crypto. On a toute une vague de primo-cédants, de gens qui viennent de céder leur première boîte. Ils ont été assez astucieux parce qu'ils ont compris que c'était le moment de vendre. Et donc, on a toute une gamme de primo-cédants qui sont quasiment tous demandeurs à dire « Ah, mais en plus, toi aussi, tu fais de la crypto. Donc, c'est bon, je vais te choisir parce que tu sais faire le reste. Et en plus, tu fais ça. » Et justement, j'avais fait un peu... Voilà, j'avais acheté 2-3 trucs. Là, j'ai pas de stratégie, tout ça. Et je sais pas trop. Donc, ça, pour nous, ça a été même un critère de sélection, voire d'élection par rapport à ces gens-là. Il ne faut pas oublier que chez Montaigne Conseil et Patrimoine, on a des gens dans chaque décile. On a des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et bientôt 60. Pas pour moi, hein, pour quelqu'un d'autre de l'équipe. Donc, ce qui fait qu'on est capable d'adresser, de parler la même langue que tous les gens qui viennent nous voir, qu'ils aient 20 ans à 60 ans. Mais ceux qui s'intéressent aux cryptos dans ces clients croissants des conseillers en gestion de patrimoine, ils en veulent un tout petit peu, on imagine. C'est juste pour voir. Enfin voilà, c'est juste pour tester, tenter, être dedans, y mettre un doigt, pas le bras entier, on imagine. Ça dépend, parce qu'on a des clients qui nous ont dit, on a entendu parler de Ether, on pouvait passer maintenant on pouvait éviter le minage et on pouvait passer à de la validation et avoir un revenu, donc être acteur d'un écosystème. On leur a dit, c'est quand même 32 Ethers. Il y en a plusieurs qui ont dit banco. Oui, 32 Ethers. Par Bitcoin et Ether, vous proposez de l'investissement dans d'autres cryptos? Oui, bien sûr. Alors, on propose de l'investissement dans quelques cryptos d'infrastructure. On a cité Matic tout à l'heure. Donc Polygon, Matic. Oui, ça c'est sur Polygon, Matic. Pourquoi ça a deux noms? Non mais franchement, c'est déjà assez complexe comme ça. Il y a l'ancien nom avant, c'était Matic, ils l'ont renommé Polygon, mais le token s'appelle Matic. Voilà. Et après, on va aussi sur des thématiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, moi j'aimerais bien être un peu dans le gaming, d'autres un peu dans le métavers. Et aussi, on a commencé à intégrer dès cette année la détention d'or par token. Ah. D'où la tokenisation, parce que ça, c'est le début du dessous. Oui, d'accord, mais donc l'or a encore un avenir. On dit toujours le Bitcoin, c'est l'avenir de l'or. Non, l'or a son avenir, puisqu'on va le tokeniser. On n'a jamais opposé, chez nous, l'or et Bitcoin. On a toujours dit que c'était des choses qui étaient complémentaires. À titre personnel, j'ai du Bitcoin et j'ai quelques Napoléons. Ah, même des Napoléons. Ah, c'est bien. Oui, c'est ce qui est de plus liquide. Oui, d'accord. Bon, et la tokenisation, pour vous, c'est vraiment un sujet. Vous disiez tout à l'heure, la tokenisation sera un tsunami. Oui. Tout va être tokenisé. C'est-à-dire que. On va tout découper en rondelles. Oui. On va tout découper en rondelles et je ne suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui, JP Morgan s'y intéresse de près et on a un exemple très parlant. On a eu Paxos Gold qui fait l'once d'or, Vera One en France qui fait le gramme d'or, mais on a eu un exemple avec Realty qui est une plateforme canadienne qui propose de l'immobilier tokenisé. Ils achètent un immeuble, c'est une société qui achète un immeuble et ils tokenisent l'action. C'est-à-dire qu'une action vaut $50 et donc s'il y a un immeuble qui vaut 50 000 euros, j'ai 1000 actions, s'il vaut 500 000 euros, j'en ai 10 000 et je peux en acheter une et j'ai un loyer hebdomadaire. Donc ça, c'est permis par la blockchain parce que c'est très peu cher. Je peux faire des transactions quasiment gratuites. Ensuite, je peux, ce jeton, cette propriété, la mettre en collatéral pour pouvoir récupérer du cash
à hauteur de 60% de mon collatéral et racheter un autre morceau. Alors bien sûr, si je mets $50, je vais avoir 30 et je peux pas acheter un autre token. Donc imaginons que j'ai 500, je peux récupérer 300 et je peux à ce moment-là racheter. Et donc je peux je peux faire effet de levier 2-3 fois et j'ai 75% d'exposition en plus. J'ai la possibilité d'avoir des problématiques d'assurance, je peux m'assurer ou assurer les locataires. Donc il y a tout un système décentralisé qui est en train de se mettre en place autour de ça. Mais ce qu'il faut retenir de Realty, c'est pas le sous-jacent. C'est pas est-ce qu'aujourd'hui il faut investir dans l'immobilier classé à Détroit ou ailleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est l'industrie qui est en train de se mettre en place. Si je sais tokeniser une part de société, aujourd'hui d'une société américaine, je saurais tokeniser n'importe quelle part de société ailleurs dans le monde. Voilà. C'est une forme, l'équivalence sont les SCPI, pardon, mais j'essaie de comprendre la tokenisation. On découpe des biens en rondelles et par la blockchain, on en a chacun un petit morceau, ce qui permet d'y accéder à prix peut-être plus bas. On peut en avoir qu'un morceau. Voilà, donc on fluidifie le marché et on fait baisser le ticket d'entrée dans le marché de l'immobilier. Mais pour ça, il y a déjà des SCPI, par exemple, en France. Et on désintermédie. Oui. Donc, qui dit désintermédiation dit gestion d'une couche de frais. C'est pour ça qu'il faut pouvoir conseiller ses actifs dans le cadre d'un mandat de conseil. Mais la question qu'on se pose avec la tokenisation, surtout de l'immobilier, c'est est-ce que ça ne va pas favoriser l'explosion des prix de l'immobilier, la spéculation immobilière ? C'est la seule crainte que j'ai en fait par rapport à ça. Parce que c'est clair que ça va rendre plein de services, ça va être très liquide, mais est-ce que sur la société, ça va pas être dangereux ? Alors là encore, c'est une question de proportion. Lors de la crise des SCPI en 94-95, effectivement, les SCPI représentaient 60% du marché français. Ça a été une cata. Aujourd'hui, les SCPI, par exemple, représentent une portion beaucoup plus faible du marché français. C'est pas eux qui vont faire bouger le marché. Je pense qu'avant que la tokenisation immobilière agisse sur le marché de cette manière-là, on a encore 10-15 ans devant nous pour ça. Ce sera régulé, Grégory, rassurez-vous. On peut faire confiance à nos législateurs. Quelles sont malgré tout les limites à la tokenisation ? Parce on en parle depuis maintenant quelques années quand même, et puis c'est pas encore très grand public, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même peu de solutions encore disponibles sur le marché. Alors, en Europe, on a un vrai problème notamment sur l'immobilier qui est la fiscalité. Déjà, la fiscalité quand on a des jetons Realty, c'est compliqué, mais la fiscalité quand on veut faire de l'immobilier par morceau en France, on peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problématiques de droit d'enregistrement minimum à 25 €. Donc si je commence à faire un token à 50 € et que chaque fois j'ai un droit à 25, c'est même pas la peine. Donc aujourd'hui, clairement, on a une problématique de fiscalité en Europe. Ça, c'est vraiment notre... Et on sait très bien que la fiscalité, c'est pas pour rien qu'on a une fiscalité compliquée et qu'on n'arrive pas à la simplifier. Donc la tokenisation se fera ailleurs, on peut oui, la tokenisation se fera ailleurs parce que Realty, par exemple, vend dans 80 pays. Oui. Il y a une grosse communauté intéressante en Allemagne aussi. Oui. Ah bon ? Oui. Et on pouvait investir dans de l'immobilier de bureau à partir de 1 €. Ça avait fait beaucoup parler, mais ça remonte à 2019, quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça, c'est une sacrée concurrence si les choses se développent. Par exemple, au SCPI, qui propose aussi d'investir dans l'immobilier à ticket bas, parfois 100 €. Et là, on va peut-être encore plus loin dans la baisse des tickets d'entrée. Les bonnes SCPI sont déjà posé les questions et moi, je suis en contact avec une ou deux qui me demandent quelquefois des conseils. Lesquels ? Ah, mais ça... Vous pouvez pas livrer leur nom en pâture. C'est partie d'un métier où on est obligé parfois de tenir un peu sa langue. Bon, et vous vouliez nous faire part aussi d'une anecdote, Louis ? En fait, l'anecdote, c'est... on a dit au printemps l'année dernière, on a rabâché not your key, not your coins. Je sais que par rapport à des gens qui faisaient des trades magnifiques sur les marchés, c'était pas... ça donnait pas forcément envie. Et pourtant, nos clients ont toujours leur crypto, E, d'une part. Sur Ethereum, globalement, ils peuvent prendre un peu de plus-value. Sur Bitcoin, ils sont très très proches de leur niveau d'entrée parce qu'ils ont acheté tous les jours et que là, ils viennent de passer une partie où la baisse leur a permis de beaucoup baisser leur prix moyen pondéré. Et aujourd'hui, on est quasiment en plus-value à Bitcoin, on n'est vraiment pas loin. Et alors en Ethereum, on a presque un tiers de plus-value, donc on leur a proposé pour certains d'alléger. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Louis de Froissart, Montaigne, Conseil et Patrimoine et cette ode à la tokenisation du monde. Merci Louis. Grégory, merci beaucoup. On peut tokeniser les baleines, The Big Whale ? En tout cas, on a des NFT. Ah, vous avez des NFT, c'est vrai. Vous l'avez pas encore acheté ? Non, c'est pas gratuit. Il y en a qui sont gratuits. Ah, il y en a des gratuits. Ah, je vais peut-être regarder. Alors, Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés en direct.